Bonjour, aujourd'hui on va parler de la méthode de quadrature de Gauss et on va chercher l'erreur, comme on dit. Alors sur la quadrature de Gauss, je vais faire quelques petits rappels pour commencer. Si vous voulez les détails et les preuves de ces rappels, vous pouvez regarder la vidéo de Caroline, là, très bien faite. Et il s'agit d'un exercice qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en Analystant. Alors maintenant, je voudrais remercier Julien Correia, qui, en regardant ce développement dans Analystant, m'a proposé, il était en train de préparer ses développements parce qu'il passe l'agrégation interne, et il m'a proposé un petit peu un prolongement de cet exercice que j'ai trouvé extrêmement pertinent, et je vais vous en parler là maintenant. C'est justement sur la mesure de l'erreur dans cette approche. Donc allons-y. D'abord les rappels. Donc, on regarde les polynômes sur R, de degré inférieur ou égal à n, avec le produit scalaire, l'unité du produit scalaire, intégrale de -1 à 1 de P de t, Q de t, dt. Si vous allez regarder la vidéo chez Caroline, vous allez voir que c'est somme de 0 à 1, mais de toute façon, les bornes, bon, il suffit de se fixer les bornes, et puis il n'y a pas grand-chose qui change. Donc les preuves restent les mêmes. Alors ici, on part maintenant de la base canonique de cet espace, et on l'orthonormalise par Gram-Schmidt, selon ce produit scalaire-là, ce qui va faire qu'ici, on va avoir une base orthonormée pour ce produit scalaire. Alors, bon, entre parenthèses, ce sont les polynômes de Legendre qu'on obtient. Si vous tapez sur Wikipédia polynômes de Legendre, vous allez tous les obtenir sans problème et sans calcul surtout. Alors maintenant, on va passer aux propriétés, qui sont des rappels. Donc, le degré de Pn, c'est n, ça c'est normal, c'est Gram-Schmidt, avec les coefficients dominants de Pn, c'est gamma n, qui est strictement positif. Alors tout ça, ça provient de la méthode de Gram-Schmidt, qui est une méthode triangulaire, on obtient quelque chose de triangulaire avec des coefficients positifs sur la diagonale. Les racines de Pn, alors ça c'est le résultat finalement principal, c'est que les racines de Pn sont de la forme alpha i, elles sont toutes réelles, alpha 1 jusqu'à alpha n, elles sont toutes distinctes, donc je les ordonne, entre -1 et 1 en plus. Voilà. Ça c'est quand même le résultat assez fort, mais c'est pas tout, il y a plus fort. Je peux considérer donc les polynômes de Lagrange, les polynômes interpolateurs, qui vaut 0 pour alpha j, j différent de i, et 1 pour alpha i, donc li de alpha i égale 1, et pour les autres c'est 0, qui sont uniques si on impose que le degré c'est n-1, donc ça c'est les polynômes interpolateurs de Lagrange qui sont bien connus, qui viennent du fait que les alpha i, il y en a n et ils sont distincts, 2 à 2, et je vais regarder lambda i, donc ça va être ma pondération, c'est l'intégrale de -1 à 1 de li de t dt. Donc maintenant, on va pouvoir parler du résultat principal. Je pose i de p, l'intégrale de -1 à p de t dt pour un polynôme. Sn de p égale somme, alors c'est là, c'est intéressant, somme de i égale 1 à n de lambda i p de alpha i, on évalue, et pour tout p de degré inférieur ou égal à 2n-1, i de p égale Sn de p. Alors là, c'est quand même quelque chose, ça vaut le coup quand même d'en discuter un petit peu, c'est-à-dire que on a une espèce de méthode des rectangles, finalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer une intégrale, vous voyez, grâce à une somme, donc vous voyez, vous pouvez imaginer que c'est un rectangle, ça c'est l'aire d'un rectangle, de largeur lambda i, de hauteur p de alpha i. Donc on a une méthode de rectangle. D'abord une petite précision, si je prenais pour P dans Rn-1 de x, alors il n'y aurait rien de miraculeux. C'est-à-dire que I de P, I c'est une forme linéaire sur Rn-1 de x, donc ça s'écrit sur une base des formes linéaires, mais les évaluations en alpha i constituent une base. Il y en a n-1 et c'est libre parce que les alpha i sont 2 à 2 distincts, et en fait vous arrivez à montrer que c'est une base grâce au polynôme interpolateur de Lagrange. Bon, donc ça fait quoi? Ça fait que cette égalité,
si ici on prend Rn-1, c'est no big deal, quoi, hein, voilà. Mais en revanche, d'arriver à conserver une telle égalité ici et de la tirer jusqu'à 2n-1, bon après ça devient faux pour 2n, vous trouverez des contre-exemples facilement, Pn carré, ça va être faux, ça va être différent, c'est facile à voir. Eh bien, ça c'est miraculeux. Ça c'est la magie des chakras de prendre les évaluations pile en ces alpha i. Voilà, c'est magnifique. Bon. Donc, en fait, vous vous doutez bien que Carl Friedrich Gauss n'a pas fait ça pour calculer des intégrales de polynômes. Les intégrales de polynômes, il pouvait les calculer tout seul, il savait les calculer. Et tout le monde savait le faire. En revanche, il l'a fait pour donner une bonne approximation d'une intégrale qu'on ne peut pas calculer parce qu'on ne sait pas la primitiver ou c'est trop compliqué, etc. C'est-à-dire, on va pouvoir maintenant appeler I de f pour f une fonction, on va la supposer pour simplifier, c infini sur moins 1, d'accord? Donc on prend une fonction c infini sur moins 1, on veut calculer I de f, et là c'est intégrale de moins 1 de moins 1 à 1 de f de t dt, et en fait, on va se contenter de calculer quelque chose de beaucoup plus simple, Sn de f. C'est-à-dire que, si on connaît les alpha i, évidemment, c'est la somme de i égale 1 à n de lambda i f de alpha i. Ça, on peut le calculer, c'est qu'une question de temps. Bon, alors, pour Gauss, je veux dire, maintenant, c'est une seconde. Donc, on veut trouver maintenant l'erreur, c'est-à-dire un bon majorant pour i de f moins Sn de f. Bon, je ne vais pas vous donner le meilleur majorant, je vais vous le donner, mais je vais vous démontrer un majorant un peu moindre pour aller plus vite, et passer rapidement à une jolie application sur le calcul de pi. Alors, allons-y, regardez, vous prenez i de f moins Sn de f, c'est ça que vous voulez majorer, vous écrivez Taylor-Lagrange, comme ça, d'accord, jusqu'à donc de sorte à garder un polynôme de degré justement 2n-1 qui est ici. D'accord? Donc vous faites Taylor-Lagrange en 0, voilà, vous avez votre polynôme, et vous avez un reste. Donc ici vous avez f de x, vous avez votre polynôme en x, et ici vous avez un reste que vous connaissez bien, et je vais poser u égale f moins p. Donc là, on va voir que toute l'erreur va porter sur ce u. Regardez pourquoi. Parce que quand on va calculer la valeur absolue de i de f moins Sn de f, comme ce polynôme est de degré 2n-1, on a i de p égale Sn de p. Donc je vais pouvoir enlever i de p, ajouter Sn de p pour compenser puisqu'ils sont égaux, et par linéarité, ça me fait i de f moins p, ça fait u, moins Sn de u. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à regarder l'erreur qu'on fait, mais juste sur ce u. Vous voyez, comme c'est simple là. Alors allons-y pour cette majoration. Donc j'ai dit que cette majoration-là, la majoration de ça, peut s'obtenir directement à partir de la majoration de ça. Donc, mais ça, comme u, bon, c'est un reste déjà, je vais pouvoir faire une majoration assez grossière, ici en utilisant l'inégalité triangulaire. Bon, alors je regarde i de u, il n'y a pas de problème, regardez, u, c'est quelque chose comme ceci, donc c'est une fonction qui a cette tête-là, donc ça va être, si on appelle m, d'accord, le max de la dérivée 2n de f en x sur moins 1, eh bien, il est évident que i de u va être inférieur à m sur factoriel 2n, ici, et il va rester, ici, l'intégrale de moins 1 à 1 de valeur absolue de t puissance 2n sur dt. Mais comme 2n est pair, cette valeur absolue, elle est positive, donc on peut calculer directement l'intégrale de moins 1 à 1 de t puissance 2n dt, et on va avoir du 1 sur 2n plus 1, et fois 2, à cause de l'écart ici, et donc ça nous fait ce majorant 2m sur factoriel 2n plus 1 pour lui. Maintenant, on attaque le second.
Bah, le second, bah, on revient à la définition. Sn de U, c'est la somme des lambda I, U de alpha I. Ok. Maintenant, j'effectue ma majoration, toujours pareil. U, il y a un M ici qui sort, un factoriel de n qui sort, et là, on va avoir la somme de I égale 1 à n de valeur absolue de lambda I, fois la alpha I puissance 2n, puisqu'on doit évaluer, mais je le fais disparaître parce que alpha I est compris entre moins 1 et 1, et je fais une majoration. Donc, il me reste à comprendre cet objet-là. Mais première chose, les lambda I sont strictement positifs. J'aurais déjà dû vous le dire tout à l'heure en parlant de rectangles, et en vous disant que les lambda I, c'était finalement des largeurs de rectangles. Bah oui, des largeurs strictement positives. On va voir pourquoi. Et ensuite, la somme de I égale 1 à n des lambda I fait 2. On va voir aussi pourquoi. Alors d'abord, regardons l'intégrale de moins 1 à 1 de Lj carré. Lj, je vous rappelle, c'est les polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc ici, c'est Sn de Lj carré. Pourquoi? Parce que Lj est de degré n-1, donc Lj carré de degré 2n-2, donc c'est strictement inférieur à 2n, donc on est dans le domaine de validité de l'égalité. Donc on peut écrire somme de I égale 1 à n, de lambda I Lj carré de alpha I. Or, les Lj de alpha I, c'est les delta Ij, c'est les symboles de Kronecker, donc au carré, ça reste delta Ij, 0 ou 1 au carré, ça reste 0 ou 1, et il ne nous reste plus que lambda J. Ce qui va faire que lambda J est strictement positif, parce que là, on a l'intégrale d'une fonction non nulle, positive et continue, sur moins 1. Bien. C'est un carré. Alors maintenant, la somme des lambda I, eh ben, oui, c'est Sn de 1, puisque c'est comme si on évaluait le polynôme 1 en les alpha I. Donc, on est dans le domaine, évidemment, de validité, et donc on a I de 1, mais I de 1, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de dt, donc ça fait 2. Ce qui va nous faire que Sn de U est inférieur à m, ici, et sur factoriel de n, et là, on va avoir somme des lambda I, donc 2. Donc, on va avoir 2m sur factoriel de n. Ce qui nous donne une assez bonne majoration de l'erreur. Ici, on a du factoriel de n, quand même, vous voyez, ici. Alors, donc voilà la majoration quand j'utilise cette formule. On peut avoir un peu mieux avec un petit peu plus de travail et obtenir 4m sur factoriel de n plus 1. Alors, pourquoi? Comment on le fait? Bon, je ne vais pas le faire là. Ce sera dans le prochain analyse temps, certainement, c'est prévu. Mais comment on le fait? Eh bien, on travaille. Alors ici, c'est fait. Mais ici, il faudrait remplacer pour lui 2n par 2n plus 1. Et ça, c'est faisable. C'est-à-dire que ici, j'ai été un petit peu radical en remplaçant, en majorant ici et en mettant alpha i 2n et en le supprimant. Parce que alpha i puissance 2n, on va regarder la fonction polynomiale x puissance 2n. Alors elle sort du domaine de validité, c'est ça qui m'embêtait, c'est qu'elle sortait du domaine de validité de cette égalité-là, mais l'idée est d'effectuer une division euclidienne de x puissance 2n par Pn. Et de travailler dessus, jouer sur le domaine d'égalité, etc. Et en fait, on va trouver le bon résultat. Voilà. Bon. Je vous le laisse en exercice, celui-ci. On a déjà une majoration qui est agréable et on va regarder une petite application pour voir comment les choses fonctionnent. Bon, allons-y pour une petite application, on va dire ludique. Pi, qui n'est plus à présenter, c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de f de t dt si on pose f de x égale 2 sur 1 plus x2. D'accord? Vous avez l'arc tangente en 1 qui vaut pi sur 4 moins pi sur 4, ça va faire pi sur 2, quand on va multiplier par 2, ça va faire pi, voilà. Et bien pi, il se trouve que Gauss arrive à
à calculer, rien qu'avec 3 rectangles, on a déjà, vous allez voir, une bonne précision. Et avec juste un tout petit coup de pouce, on va avoir une précision assez riche. Vous allez voir ça. Déjà avec 3 rectangles, qu'est-ce qu'on obtient? Juste 3 rectangles, mais bien choisis. Alors, le troisième polynôme de Legendre, c'est 1 demi de 5 x3 moins 3x. C'est du Gram-Schmidt, on ne va pas s'amuser à le faire à la main, sauf si ça vous amuse vraiment. Hein. It's a free country. Alors, alpha 1, ici, ça va être moins racine de 3 cinquièmes, alpha 2, ça va faire 0, et alpha 3, racine de 3 cinquièmes. D'accord? Alors maintenant, les lambda i, en fait, pour calculer les lambda i, je ne vais pas passer par les polynômes interpolateurs de Lagrange, je vais directement passer par la formule qui devrait être normalement valable jusqu'au polynôme de degré 5. Je n'ai pas besoin d'aller jusque-là. J'utilise, alors ça on l'avait vu tout à l'heure, hein, la somme des lambda i ça fait 2. Ça c'est l'utilisation de la formule, donc on va dire i de p égale S3 de p pour p égale le polynôme 1. Là, on va le faire pour le polynôme x, et là, on va le faire pour le polynôme x2. Donc, quand on le fait pour le polynôme x, eh ben, on va évaluer juste les alpha i, hein, donc ça va être alpha i. Donc ici, on va avoir ça dans le membre de gauche. Le membre de droite, ça va être intégrale de moins 1 à 1 de t dt, donc ça fait 0 par invarité de t. Donc déjà, vous voyez que lambda 1 est égal à lambda 2. Et là, on applique cette formule pour p égale x2. Là, on va avoir 3 cinquièmes. 3 cinquièmes encore une fois, 0 là. Et là, on a l'intégrale de moins 1 à 1 de t2 dt, donc ça fait 2 tiers, évidemment. Ce qui va nous faire que, comme lambda 1 est égal à lambda 3, ça va nous faire 5 neuvièmes, parce que le 2 va disparaître ici parce qu'on a dédoublé. Donc on va avoir 1 tiers, 3 va descendre, là, donc on va avoir 5 neuvièmes. Et donc il va nous rester plus que lambda 2, ça va être 8 neuvièmes. Comme ça, on aura 10 neuvièmes ici, plus 8 neuvièmes. Ça fait 18 neuvièmes qui font 2. Donc voilà, on a trouvé ce qu'on voulait. Il n'y a plus qu'à calculer une approximation de pi avec 3 rectangles. Donc je précise que c'est... Vous voyez, la subdivision, c'est juste en 3, quoi. Donc on va avoir, la formule va nous donner 5 neuvièmes, donc les pondérations, fois l'évaluation de f en alpha 1, donc on va avoir ça, plus 8 neuvièmes, l'évaluation de f en 0, plus 5 neuvièmes en alpha 3. Bon, vous faites le calcul, vous tombez sur 19 sixièmes, ça fait 3,16, c'est pas mal. Maintenant, on peut aussi se dire, bon d'accord, on va essayer d'investir un tout petit peu plus. Alors bien sûr, on peut essayer avec P4, P5, donc avec 4 rectangles, 5 rectangles, bien sûr, ça va nous donner une grosse précision, comme vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Il y a du factoriel de n et même du factoriel de n plus 1. Alors, une façon d'améliorer la précision est de calculer P4, P5, P6, etc. Bon, voilà. Ce qui demande quand même une certaine implication. On va le faire vraiment par une autre méthode, c'est-à-dire, voilà, on va regarder I de f. I de f, c'est l'intégrale de cette fonction f que j'ai représentée ici. Elle est paire, donc je vais regarder 2 fois l'intégrale sur 0, 1, d'accord? Mais maintenant, je vais subdiviser ici en 2. Alors là, ici, j'assume le manque d'imagination, c'est-à-dire je ne crée pas de chakra supplémentaire, je vais prendre simplement la moitié, je vais diviser par 2, et ici, je vais avoir donc l'intégrale de 0 à 1,5 et l'intégrale de 1,5 à 1. Bon, c'est rien du tout. Maintenant, je fais un changement de variable pour ramener 0 à 1,5 à moins 1 et un autre changement de variable pour ramener 1,5 1 à moins 1. D'accord? Donc ici, le changement de variable, ça va être t égale u plus 1 sur 4, et là, u plus 3 sur 4. Bien. Eh bien, ça, je vais pouvoir le calculer en 3 rectangles aussi. Et ça, en 3 rectangles. D'accord? Parce que ça, c'est une nouvelle fonction, et ça, encore une autre fonction. Et là, vous pouvez vérifier que l'approximation obtenue, et vraiment, vous pouvez le faire presque à la main, ça va être 3, 14, vous avez le 1, vous avez le 5, vous avez le 9,
Et là, on s'attendrait à un 1 et on a un 2. Donc c'est assez excellent. Et on remercie en premier lieu Julien Correia pour ses investigations et pour son partage. Hein, vraiment, et puis je lui souhaite bonne chance au passage. Et puis bien sûr, Friedrich Gauss. Car